Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au 13h. Les deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment hier. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État. À ses côtés, les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Mamari Kone pour le reportage. Cette cérémonie de prestation des serments se tient conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution de février 1992. Elle consacre l'entrée en fonction de deux nouveaux conseillers à la Cour constitutionnelle. Ces deux juristes sont nommés par décret présidentiel en date du 19 novembre 2012 en remplacement de Mohamed Sida Diko, promu procureur en commune 3, et de Boubacar Tawati, décédé. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat. Monsieur Amadou Keïta. Madame Fatoumata Dambélé Diarra. Amadou Keïta est maître de conférences et doyen de la faculté droit public de l'Université des sciences juridiques et politiques. Né en 1961 à Bamako, il est titulaire d'un doctorat en droit obtenu à l'Université de Turin en Italie, d'un doctorat en sciences politiques de l'Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de la Russie et d'un Master of Arts en relations internationales obtenu à l'Université d'État de Kiev en Ukraine. Marié et père de 4 enfants, Amadou Keïta a une riche expérience professionnelle. Après environ une dizaine d'années à la Cour pénale internationale, Diarra Fatoumata Dambélé fait son grand retour au Mali. Née en 1949 à Koulikoro, elle est détentrice d'un diplôme de l'École nationale de magistrature de Paris, de l'École nationale d'administration du Mali et d'un premier certificat de licence en droit à Dakar. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de 7 ans renouvelable une fois. À noter que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était à Gao hier. Sur place, il a eu des échanges avec l'administration, rencontré la troupe Serval et animé une conférence de presse. Il a assuré que la France poursuivra sa mission jusqu'à la libération totale des zones occupées. Autre sujet évoqué, le retour des déplacés et réfugiés et l'élection présidentielle. Depuis Gao, le reportage de Daouda Zoumana Traoré. L'intervention française au Mali est citée en exemple à travers le monde. La rapidité, l'efficacité et la réactivité de ces troupes ont permis de stopper l'offensive des terroristes et de libérer les zones occupées du Mali. Pour avoir relevé ce défi, le ministre Jean-Yves Le Drian leur a adressé la reconnaissance de la République française. Il a écouté le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Mamadou Adama Diallo, qui a confirmé l'accalmie dans sa région, le retour massif des déplacés et réfugiés. Le gouverneur a noté à son note la présence de l'administration et la reprise des activités dans les bureaux, à l'école, dans les centres de santé malgré les difficultés. Au nombre des difficultés figurait la dotation des militaires en engins roulants. Actuellement, beaucoup a été fait dans ce sens. Aujourd'hui, je pourrais dire que toutes les unités de Gao, de Menaka, même Kidal, sont équipées en véhicules et en armement. Peut-être on pourra penser maintenant au matériel d'équipement tel que les casques lourds, les gilets pare-balles, que le gouvernement est en train de faire des efforts. Les commandes ont été lancées pour équiper nos unités. Le ministre français de la Défense a fait le tour des troupes dont les tâches convergent et se complètent pour donner le résultat final sur le terrain. La poursuite de cette mission par l'armée française a été votée par l'ensemble des députés, une première dans l'histoire française. Désormais, le regard de l'opinion est braqué sur Kidal et la sécurisation du processus électoral. Dans le cas précis, le Ménéla, ce sont ni nos amis ni nos ennemis. C'est une autre histoire. Et dans le cas précis, il faut aboutir à l'intégrité territoriale, si on peut utiliser ce terme à propos de Kidal, par le dialogue. Et donc nous demandons
à ce que les conditions du dialogue soient réunies. Je l'ai dit hier au président de la République. La commission du dialogue et de la réconciliation s'est réunie hier matin. C'est une bonne chose. Il faut donc que le Mali retrouve sa pleine souveraineté dans le respect de l'ensemble des histoires qui existent dans ce pays, mais dans une unité nationale qui ne souffrira pas de partition. C'est indispensable que le Mali se dote d'une autorité démocratique. Donc il importe que les élections aient lieu le plus vite possible. La transformation de la MISMA à la MONUSMA et la collaboration des forces sur le terrain ont été appréciées par Jean-Yves Le Drian. L'assistance électorale internationale et le respect des dates retenues pour les prochaines élections au Mali, deux thèmes au cœur d'une conférence de presse. C'est une initiative de l'Alliance des générations démocratiques du Mali. Elle avait pour objectif d'échanger avec les journalistes sur les contours liés à la réussite des élections. Les débats se sont déroulés à la maison de la presse de Bamako où était présent notre reporter Abdraman Maïga. Après l'adoption de la feuille de route par l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier, les regards sont désormais tournés vers sa mise en œuvre. Un des actes majeurs de ce parchemin est l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes en juillet prochain. C'est un prélude à cet événement majeur que l'Alliance des générations démocratiques du Mali vient d'initier cette rencontre avec les représentants de la presse nationale. L'objectif est d'échanger avec eux sur les contours liés à la réussite de cette échéance électorale. Élections qui constitueront un tournant décisif dans la vie de notre nation. Parmi les clés de réussite de ces élections figure en bonne place l'assistance électorale internationale. Aujourd'hui, le rôle des acteurs internationaux, de la communauté internationale, dans notre transition, est incommensurable. C'est un rôle majeur. Et ne parlons pas de l'organisation des élections, du processus d'organisation des élections. Il était impérieux qu'on instaure le débat par rapport à cette assistance-là. Quelles peuvent être les formes de l'assistance? Quels sont les défis, les difficultés de l'assistance? Quels sont les acquis de l'assistance? L'assistance électorale internationale concerne toute forme d'aide ou d'appui apportée par les institutions internationales à la réussite du processus électoral. Pour une bonne organisation de ces élections au Mali, le programme des Nations Unies pour le développement a, au dire du conférencier, signé avec notre pays une convention de plus de 93 milliards de francs CFA, dont plus de 60 milliards pour l'assistance électorale. Nous ne voyons pas de difficultés majeures qui puissent empêcher le respect de la date indiquée. En termes de matériel, l'essentiel du matériel est là. L'essentiel, c'est le consensus autour du fichier biométrique. Je crois que l'essentiel des préoccupations des acteurs politiques est pris en charge. C'est pourquoi le président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali pense que le Mali doit tout faire pour respecter les dates prévues pour ces élections et que pour la réussite de cette étape cruciale de la vie de la nation, il faut la mobilisation et l'engagement de tout un chacun, a-t-il laissé entendre. Autre sujet, autre lieu, cette fois-ci à la Bibliothèque nationale, s'est tenue une conférence débat à l'occasion de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La rencontre visait à créer un environnement favorable à l'autonomisation des jeunes filles et des femmes et aussi les inciter à envisager une carrière dans le secteur d'éthique. La rencontre est une initiative de l'autorité malienne de la régulation des télécommunications et des postes. Le point, c'est avec Mohamed Ould Mamouni. Le thème, l'éthique, opportunités académiques professionnelles pour les jeunes filles, est l'un des sujets phares débattus au cours de la rencontre avec un exposé sur le domaine d'éthique. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues le secteur qui a le plus de pénurie de compétences aujourd'hui. Et on voit que les filles sont malgré tout exclues du secteur. Donc pour qu'on puisse combler cette pénurie, il va falloir encourager les filles à s'orienter vers ça. Elle était sur deux grandes parties, l'opportunité académique et l'opportunité professionnelle de la conférence. Pour les participantes, dédier une journée aux jeunes filles et aux femmes est une initiative salutaire. Je pense que c'est une très belle initiative. Au cours de l'exposé, elle a défini d'abord les TIC, puisque les gens ne connaissent pas la définition des TIC, et aussi l'utilisation des TIC dans les écoles, et aussi les actions menées dans les différents pays
dans le cadre des TIC pour promouvoir les TIC auprès des jeunes filles. Considéré comme un secteur prometteur, les autorités devront s'impliquer davantage pour la promotion des jeunes filles et des femmes dans le domaine d'éthique pour leur permettre de se prendre en charge. Le gouvernement et l'industrie doivent investir dans les partenariats publics et privés visant à offrir la parité des sexes dans le secteur. Cela constitue l'action la plus importante pour permettre aux jeunes filles et les femmes non seulement d'utiliser l'éthique, mais d'aller vers la conception et la création des solutions TIC. La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique est célébrée chaque année le 4e jeudi du mois d'avril. Et c'est parti depuis hier pour les journées nationales de vaccination synchronisées contre la poliomyélite. La direction régionale de la santé du district de Bamako a lancé les activités hier jusqu'au lundi 29 avril. Donc, plus d'1,5 million d'enfants de 0 à 5 ans recevront leur dose de vaccin anti-poliomyélite. La stratégie adoptée est le porte-à-porte. C'est ce que nous dit Fademba Keïta. Fatmata Sidibé et Salif Sidibé, respectivement âgés de 2 à 3 ans, ont été les premiers à recevoir leur dose de vaccin anti-poliomyélite du représentant du gouverneur du sud de Bamako et de la directrice régionale de la santé. Cette 4e et dernière étape du programme met à la disposition des 5486 vaccinateurs plus d'1,7 million doses de vaccins à inoculer à environ 1,6 million enfants. Cette année, c'est toujours les mêmes activités traditionnelles, c'est-à-dire l'administration de gouttes de vaccins contre la poliomyélite. Et en plus, comme innovation, il y a la recherche du ver de Guinée. Partout, il y a des regroupements. Partout, on peut trouver même un seul enfant. Les équipes iront le chercher. Le dernier cas notifié au Mali remonte au 23 juin 2011 dans le cercle de Goundam. Grâce aux efforts déployés par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers, aucun autre cas n'a été signalé ces 2 dernières années. Je demande à tous les vaccinateurs d'être assidus dans le travail en revisitant autant de fois que nécessaire les ménages et les lieux hors ménage pour qu'au terme de cette campagne, tous les enfants soient vaccinés et correctement marqués. Et enfin, de veiller à une utilisation adéquate des ressources à leur disposition. Comment libérer définitivement notre pays du poliovirus sauvage? Pour y arriver, le chef de l'exécutif régional estime que cette libération passe nécessairement par l'implication des plus hautes autorités régionales et locales, des leaders religieux et des organisations de la société civile. À Ségou, c'est le CESCOM Malamine Thiam de Banani Sabakoro qui a abrité hier le lancement du 2e passage de la Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 4000 vaccinateurs sont mobilisés pour faire vacciner 800 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. C'était en présence des autorités sanitaires, politiques et administratives de la région, nous signale Mamoutou Dante. C'est une fille âgée de 2 ans environ, du nom de Djeneba Guidjilai, qui a reçu les premiers vaccins pour ce 2e passage de la Journée nationale de vaccination contre la poliovirus sauvage. Ainsi, le ton est donné pour cette campagne qui consiste à vacciner 893 089 enfants âgés de 0 à 59 mois dans la 4e région. Cette vaccination, c'est pour immuniser les enfants davantage et bloquer la transmission, en vue de protéger les enfants du Mali. C'est ce qui justifie ce premier passage, mais il y en aura d'autres. Pour ce 2e passage, la stratégie porte à porte est de mise. Pour donner à la présente campagne toutes ses chances de réussite, les leaders communautaires, les autorités administratives, les radios de proximité et la société civile doivent s'impliquer fortement dans les activités d'information et de sensibilisation à tous les niveaux. J'invite particulièrement les femmes à maintenir les enfants dans les familles et attendre l'arrivée des équipes de vaccination. C'est à ce prix que nous gagnerons le combat engagé par le Mali et la communauté internationale pour l'éradication de la poliomyélite. Depuis 2005, la région de Ségou n'a pas enregistré un cas de poliovirus sauvage. Qu'à cela ne tienne, la prudence est mère de sûreté. Bien évidemment, en 5e région, ce 2e passage des journées nationales de vaccination au titre de l'année 2013 concerne plus de 844 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. La campagne se déroulera du 26 au 29 avril. Le point, c'est avec Aminata Touré depuis Mopti.
Vacciner 100% d'enfants âgés de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal, c'est l'objectif principal de ces journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. La campagne qui se déroulera du 26 au 29 avril concerne 844 412 enfants dans la région de Mopti. Pour atteindre ces enfants, 4 234 vaccinataires ont été mobilisés avec 2117 équipes et 367 superviseurs. La stratégie retenue est le porte-à-porte. Il faut cependant noter que ces campagnes surviennent dans un moment où la région de Mopti accueille des milliers et des milliers de populations déplacées venant des régions du Nord. Donc pour ce faire, nous demandons aux équipes de vaccination, sans relâche, de se rendre dans toutes les localités, dans tous les lieux de concentration. Le montant total de cette campagne, qui s'élève à plus de 109 millions de francs CFA, ont été mobilisés grâce à l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Les deux familles que nous venons de visiter en administrant le vaccin, c'est un signe d'espoir, de bonne santé pour ces enfants. Si aujourd'hui les moyens permettent au Mali et à ses partenaires de procéder à son éradication, c'est vraiment une très bonne chose. Sur les 17 pays de l'Afrique de l'Ouest concernés par ces JNV, seul le Nigeria a enregistré des cas de poliovirus sauvage en 2013 avec 11 cas. Toujours à Mopti, Ndomboku, village assaini certifié par l'ONG ADA à travers le projet Action pour le développement durable en Afrique. Et c'était à l'issue d'une compétition qui a classé Ndomboku premier sur les 15 villages de la commune de Femaï dans le cercle de Djéné en compétition. Ce projet est financé par l'UNICEF. Mahamar Ibrahim Touré pour les précisions. 15 villages de la commune de Femaï dans le cercle de Djéné se sont engagés à construire des latrines dans des délais raisonnables et en respectant les critères définis. Ndomboku fut certifié premier village et a atteint le statut de fin de défécation à l'air libre par l'ONG Action pour le développement durable en Afrique, ADA, sur le financement de l'UNICEF. L'ONG ADA se réjouit aujourd'hui d'avoir une fois de plus contribué à faire changer de comportement d'hygiène et d'assainissement des milliers de personnes dans la commune de Femaï. En plus de la réalisation des latrines, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que les communautés affichent une volonté de changement de comportement. Les autorités communales comptent sur la disponibilité, l'engagement et la détermination des villageois pour la constance dans les activités de sensibilisation. Une évaluation finale a fait ressortir que le village de Ndomboku est parvenu à satisfaire toutes les exigences demandées. 105 nouvelles latrines ont été construites et équipées sur un engagement de 102. La signature des diplômes de certification, la remise des certificats et l'inauguration du panneau fédéral ont sanctionné la cérémonie agrémentée par la troupe folklorique. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous, 20h avec Amadou Sankaré. Je serai là demain pour le 13h. Merci et bonne suite de programme sur l'ORTM.